Alors André Gassiot, j'imagine que tout le monde le connaît bien. Il est psychiatre à Rodez. Quand on a discuté sur sa présentation, alors c'est pas qu'il soit pas présentable, mais il me dit si vous commencez à dire tout ce que je fais, c'est la demi-heure d'intervention qui va y passer. Donc on va le laisser nous expliquer des histoires de dons et contre-dons. André, merci beaucoup d'être là et à toi. Messieurs les présidents, j'aurais besoin plutôt du fixe. Allô? Non? Ça marche? Ça marche pas. On va essayer, mais comme je tourne les pages, ça va être un peu compliqué. Vous voulez que j'enlève l'ordinateur? J'enlève l'ordinateur? Voilà, très bien, c'est parfait. Attendez, excusez-moi. Je recommence. On m'avait proposé une intervention qui dure 3 heures pour être compréhensive. Donc, j'ai proposé une autre intervention qui est plus courte et dure environ 1h30. Bon. Maintenant, comme il faut aller vite, je peux résumer en une métaphore de 3 secondes. Donc, la métaphore est qu'il en va du don et du contre-don, comme dans la danse et dans la contre-danse. Et vous verrez qu'il y a un lien. Par le génie de l'organisation, je constate qu'il y a une continuité entre ce qui vient d'être dit et ce que je vais tenter d'exposer. Quand j'ai proposé le sujet, notre directeur bien-aimé m'a demandé « Mais quel est donc le rapport, donc avec un C, quel est donc le rapport entre le don et la psychiatrie ?» Monsieur le directeur, je vais tenter de vous répondre. Je suis très heureux et très honoré de participer à ce colloque qui augure positivement du futur dynamisme de l'association conformément à ses fondements historiques. Et j'étais très heureux de saluer Sœur Marie-Danielle. Alors, don et contre-don. Le point de départ de notre réflexion est un fait divers que je vais résumer ainsi. Monsieur M est un chef d'entreprise. La cinquantaine, il est aimé, adulé, courtisé, mais il affronte ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. Crise du milieu de vie, largement traitée par notre collègue toulousain il y a quelques décennies, Lucien Millet, repris par sa fille Françoise Millet-Bartoli. Lucien Millet qui a donné bien sûr le professeur Bruno Millet. Et je vous suggère de lire cette crise de milieu de vie qui explique comment, au milieu de la vie, vont émerger toute une problématique d'anxiété, dépression, voire de décompensation psychiatrique, mais aussi qui permet à certains de rebondir. Alors, à la croisée des regards, dans un lieu de libation consacré aux rencontres romantiques, surgit dans le champ visuel de M. M, Madame F, auréolée du charme de la nouveauté, vêtue avec parcimonie. C'est un fait divers, mais ça se déroule au printemps. Où se confond le tout et la partie. Ça, c'est de l'ordre de l'esthétique moderne. Bon. Évoluant dans une chorégraphie moderne, envoûtante, évoquant plus la transe chamanique, on y reviendra, que la rythmique des corps façon Carlos Gardel. Pour l'anecdote, vous ne savez peut-être pas, mais Carlos Gardel était le fils d'une Aveyronnaise, pour des raisons qui ne sont pas à publier, dont s'est expatrié en Argentine un inventeur du tango du même nom. Alors ainsi, de cette rencontre naît cette émotion étrange qu'est l'amour, l'émotion étrange qu'est l'amour, celle qui embrase les cœurs et les corps. Le monde et la raison basculent, nul discours ne décrit mieux l'événement que le roman moderne. Aussi, je vous propose de lire un passage que vous connaissez tous de Jean-Philippe Toussaint, dont l'écriture est quasi chirurgicale, dissèque les effets de cette émotion. Le passage narre une de ses relations avec Marie, Madeleine, Marguerite de Montalte. La scène se passe un hiver à Tokyo. Je n'ai pas voulu formuler la scène à Paris par 38 degrés. Je cite, de près ou les guillemets, avec elle, en 5 minutes, je ne savais plus qui j'étais. Elle me faisait tourner la tête. Elle me prenait la main, me faisait tourner sur moi-même à toute vitesse.
ce que ma vision du monde se dérègle, que mes instruments s'affolent, là je saute, et deviennent inopérants à force. Tous mes repères étaient brouillés, je marchais dans l'eau glacée de la nuit, et je ne savais pas où j'allais. Je regardais briller l'eau noire de la surface du canal, et toujours à Tokyo, et je me sentais happé par des pulsions contradictoires. Là, il faut expliquer cette dimension contradictoire, et on le verra tout à l'heure, l'émergence d'une violence latente chez son personnage. Effectivement, le couple passe par une étape de séparation. Pour l'anecdote, le personnage du roman porte toujours sur lui un flacon d'acide chlorhydrique avec une sorte de phobie d'impulsion de le projeter au visage de sa compagne. Nous explorerons cette dimension de la violence inconsciente chez M. N. Cet embrasement du cerveau, c'est pour M. le directeur, est bien connu aujourd'hui des neurosciences cognitives. J'évoquerai brièvement Jean-Pierre Changeux dans La beauté dans le cerveau, ou comment l'art embrase le cerveau, on est toujours dans la dimension émotionnelle. Et puis bien sûr Stanislas Dehaene dans Le code de la conscience, où il décrit l'espace de travail neuronal conscient qui en fait est en majorité inconscient. Mais revenons à notre couple. Après la déclaration d'amour, l'accomplissement des pulsions, la période fusionnelle, vient la confrontation à la durée où l'espace se creuse entre les deux personnages. Monsieur M s'épuise, ne satisfait plus Madame F. Normalement, vous connaissez les dames, celle-ci prend un amant. C'est la fin d'une histoire. Cette fin de l'histoire verra une importance fondamentale, notamment dans l'histoire du don et contre-don. Monsieur M l'apprend, le drame de la jalousie se construit et s'accomplit. Monsieur M exécute l'amant et il confiera aux assises « Cette femme m'a rendu fou ». Alors, voyez-vous, il n'y a rien de neuf dans ce fait divers, en somme banal au sens psychiatrique du terme. C'est un drame passionnel. C'est la barbarie des hommes ordinaires, comme l'écrit Daniel Zaguri. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur ce sujet, car le drame passionnel, souvent banalisé par la population, doit nous interpeller dans sa dimension psychopathologique. Je cite Daniel Zaguri, deux points. « Les criminels passionnels ne sont pas des malades. Ils sont pénalement responsables, mais, et c'est là que la psychopathologie intervient, ils présentent une vulnérabilité, quelque chose d'essentiel leur fait défaut. » Fermez les guillemets. Il cite alors le criminologue belge, c'est pour les Belges qui sont dans la salle, Étienne de Grief, qui, en 1942, écrivait, je cite, « Des suicides et homicides par amour ne relèvent nullement de l'amour, mais uniquement d'insuffisances graves de la personnalité. » Je ferme la citation. Il évoque déjà le même mécanisme à l'œuvre dans le passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, peu pris en compte dans les suicides, et c'est la problématique du lien et de la dépendance. Daniel Zaguri propose alors l'hypothèse d'une polarité narcissique quasi exclusive de la relation à l'autre, avec son corollaire, le déni de l'altérité. Quelle est la part de l'amour de soi et de l'amour de l'autre, interroge-t-il. Une incapacité radicale à entamer un processus de deuil, une séparation. Et il conclut, écoutez bien, le narcissique devient implacable. Implacable au double sens du terme. Implacable dans sa détermination et implacable au sens vulgaire d'être plaqué. Voilà, mesdames, enregistré. Sans vouloir aborder le prêt-à-porter explicatif des différentes théories sur le narcissisme, tout semble se jouer sur la solidité de l'impossible lien qui tient souvent, disait De Grief, à l'épaisseur d'un cheveu chez les narcissiques, et dont la rupture précipite le passage à l'acte. Nous sommes bien au cœur de notre sujet. En effet, nous apprenons incidemment que M. M présente une compulsion à faire des dons, des cadeaux à son environnement, ses amis, et ses relations, et surtout les personnalités emblématiques de son milieu de vie. Je m'interroge alors sur la fonction du don en psychopathologie, d'où ce travail. Effectivement, lorsque vous allez sur Internet, il n'y a aucun travail sur
la psychopathologie du don, vont peut-être un début. Qu'est-ce que le don? Étymologiquement, ça va, Monsieur le Président? C'est bon. Étymologiquement, le terme vient du latin donum, action de donner, et par métonymie, signifie aussi présent, offrande. Faire un don peut prendre le sens de gratification ou au contraire de sacrifice. On donne son sang pour la patrie ou son corps à la science. Le don peut aussi signifier un pouvoir, et là on est dans la sociologie politique. La racine don se trouve dans beaucoup de langues indo-européennes. Du point de vue philosophique, citons Jean-Jacques Rousseau, pour lui le don est l'expression simple, gratifiante de l'amitié. Vous verrez qu'il n'en est pas toujours comme ça. Pour le sociologue, le don est un échange de valeurs, puisque le receveur n'est pas tenu de rendre le don. Faites un don, il n'y a pas nécessité de retour. La valeur du don n'entre pas en ligne de compte. Avec la dimension anthropologique, nous entrons dans la complexité du don, à la bibliographie abyssale. Pour simplifier, vous me comprenez, nous nous référons à deux auteurs. Le premier, Pierre Bourdieu, dans ses cours au Collège de France de 92 à 93, 1992 à 93, sur l'anthropologie économique. Il pose la question du passage de l'économie du don dans les sociétés précapitalistes à l'économie du donnant-donnant des sociétés modernes qui s'étend à tous les domaines de l'existence. Et il cite par exemple le mariage, conçu comme un échange économique, écoutez bien, de production et de reproduction, bien sûr avec les questions éthiques comme le don du sperme. La deuxième référence est celle de François Attané dans sa thèse du 4 décembre 2008 à Paris-Ouest, Nanterre-La Défense. Don, histoire du concept. 500 pages. Je résume. Historiquement, l'analyse du don débute avec Marcel Mauss en 1924 avec son essai sur le don. Pour l'anecdote, Marcel Mauss est le neveu d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française. Alors, il continue. Dans les sociétés archaïques, le don est un présent, c'est important, reçu et obligatoirement rendu. On verra que le tempo du don s'organise entre le présent et le futur. En effet, la chose donnée contient un esprit, une force magique. C'est le mana chez les Polynésiens, qu'étudiait Marcel Mauss, qui contraint à rendre. Le mana fait fonction de force sociale qui implique le contre-don. Cette dimension cachée, Hobbes, dans le Léviathan, l'attribue, je cite, à l'immanence de la violence, condition logiquement première des humains. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Pour Mauss, le don est un opérateur social pour installer la paix. Il lui attribue une fonction agonistique. Agonistique vient de l'éthologie, qui décrit des comportements contre la violence, par exemple chez les animaux, chez le chien en particulier. Avant de passer à l'acte, de mordre, il retrousse ses babines et montre ses dents. On appelle ça des comportements agonistiques. Et donc, le don et le contre-don auraient cette fonction animale chez l'être humain, cette fonction agonistique. Bien, je passe parce qu'ils fondent donc le principe de réciprocité, une dimension morale de l'échange. Ce n'est pas un désir ou une idée, c'est une nécessité vitale. Mauss alors décrit trois obligations dans les sociétés archaïques. C'est l'obligation de donner pour contrôler la violence, l'obligation de recevoir, refuser est un affront, l'obligation de donner un retour, c'est le contre-don. Ces trois obligations, pour Mauss, sont des universelles. Pour Claude Lévi-Strauss, l'objet véritable de l'analyse du don n'est pas l'acte de don et du contre-don, c'est la structure entre les deux, c'est-à-dire la structure de l'échange. L'échange précède et fonde l'acte initial de donation. Il reproche à Marcel Mauss, son caractère trop conscient de sa philosophie, n'incluant pas la dimension inconsciente. Pour lui, la vérité dans une structure inconsciente, transcendante aux consciences, est irréductible à l'expérience que les consciences peuvent en faire. Vous suivez? Il fait donc de l'échange comme structure, une structure de la communication. Il va fonder, vous comprenez pourquoi, l'anthropologie structurale, très débattue. En résumé de la première partie, sous le phénomène du don et derrière l'expérience du don se cache une structure inconsciente.
La double vérité du don est qu'il faut rendre compte à la fois de l'expérience vécue du don, comme irréversible, et comme un moment d'échange structuré impliquant le contre-don. Ce que l'a oublié Claude Lévi-Strauss, selon Pierre Bourdieu, c'est l'intervalle sur le temps entre le don et le contre-don. Bien, le contre-don doit être différé et différent et doit intervenir le plus tard possible. Le temps, dit-il, c'est ce qui permet de vivre ou de survivre. Différer le contre-don est ce qui permet, ce qui est important, de dissoudre la structure évoquée par Claude Lévi-Strauss. Avec le temps, le contre-don devient don, mais, et là c'est important, c'est un don symbolique, parce qu'il est irréductible à la valeur marchande de ce qui est échangé. Le don est un présent qui s'inscrit dans un futur symbolique sous la forme d'un contre-don. Je répète, non, c'est bon. Voilà. Donc je ne résiste pas à citer notre cher académicien qui a disparu. Le présent est un procès-verbal, écrivait Jean d'Ormesson dans La Douane de mer. Ce qui, à nos yeux, fait l'importance du don et du contre-don, cette structure symbolique à l'œuvre entre le conscient, le don, et l'inconscient, le contre-don. Il implique et nécessite la reconnaissance suffisante de l'altérité entre donateur et donneur, donateur et donataire, pardon. Quelle est la nature de cette structure symbolique évoquée par Claude Lévi-Strauss? Alors c'est là où la magie de l'organisation opère, donc grâce à l'érudition de notre psychologue, on m'a donné un élément de réponse. Une réponse est proposée par René Roussillon, donc qui a été cité tout à l'heure, mais dans une revue un peu plus récente qui date de 2030. Il débute ainsi. On n'évite pas la dépendance, jamais. On peut espérer qu'elle finisse par ne revêtir qu'une intensité modérée et acceptable pour notre narcissisme, mot-clé de l'exposé. Il y a des formes de dépendance qui paraissent plus attractives pour le narcissisme et qui se donnent le masque de la liberté, qui estompe, ça c'est important, qui estompe la part due à l'autre, et des formes de dépendance privée qui tentent d'éviter l'incontournable reconnaissance du manque et de l'incomplétude humaine. Je résume. Il est bon de rappeler ici que l'attachement est un besoin primaire, bien antérieur à l'empathie, qui apparaît chez les mammifères, même chez certains oiseaux, comme le montraient en son temps les travaux de l'éthologue autrichien Konrad Lorenz avec ses oies. Pour le psychanalyste René Roussillon, la dépendance première, qu'il nomme primitive, absolue, incontournable, est celle du contexte de notre conception et de notre naissance, être né de père et mère, qui pose des problèmes éthiques actuellement, de ce père-là, singulier, de cette mère-là, spécifique, de l'union particulière de ce couple-là. Vous voyez que don et contre-don interviennent dans la dynamique du couple, mais aussi à ce moment-là de l'histoire. Pour cet auteur, c'est donc dans l'histoire de la scène primitive, non pas comme un fantasme, mais comme un concept opérationnel, qu'il faut chercher l'organisateur privilégié de la vie psychique. L'histoire de la vie débute donc par un don, celui qui collecte les données avec lesquelles il faut se construire, celle dont dépend la création de nous-mêmes, mais aussi de notre identité. Ce poids du passé sur l'avenir de la vie dépense à rappeler ce que notre Belge Christian de Duve nomme la génétique du péché originel, sujet intéressant que je vous conseille. Pour résumer l'histoire de notre vie à la fois physique et psychique, elle serait due au sens de la causalité mais aussi de la dette, par un don réciproque entre deux partenaires, don et contre-don, nous entraînant dans la spirale de la dépendance narcissique au fond de notre inconscient. Dans le cadre de cet exposé, nous pouvons passer en revue les différentes dimensions sociologiques du don, les différences avec le troc, le marché, où l'on peut accepter, refuser, négocier, les échanges rituels, la charité, l'aumône, le mariage, comme don réciproque. Alors je fais appel à un sociologue qui s'appelle Kojin Karatani pour essayer un petit peu d'inclure la dimension sociale du don et contre-don. Pour lui, la réciprocité
du don et du contre-don organise ce qu'il nomme la structure de l'histoire du monde. En effet, il travaille la structure des échanges depuis le paléolithique, néolithique, jusqu'à la société moderne. C'est au travers de l'ensemble des échanges, des formations sociales qui s'y rattachent, des formes de pouvoir qui s'y organisent, protection contre soumission, monnaie et marchandise. Il conclut son ouvrage ainsi: le principe qui fonde la fédération d'États comme nouveau système monde est la réciprocité du don. Le don fonctionne comme une force, la plus puissante que la force militaire ou que la force économique. Le règne de la loi universelle n'est pas soutenu par la violence, mais par le don. C'est l'hypothèse de Karatanyi. Reprenons notre fait divers à la lumière de ces données, pour monsieur le directeur. Dans un premier temps, survient le don réciproque entre les deux partenaires, don, contre-don, dans les échanges des corps, des émotions, la satisfaction des désirs liés au manque personnel. Don et contre-don s'équilibrent dans la passion des échanges. Dans ce deuxième temps, le temps fait son œuvre. Madame F ne trouve plus son compte, comme on le dit trivialement. Elle adopte la morale de ses intérêts. La structure de l'échange, comme disait Claude Lévi-Strauss, se délite. Et quand la structure change de mode, c'est la fin de l'histoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le même principe en œuvre. Donc, la structure de l'échange se délite, c'est la fin d'un monde. Chacun ne se voit plus dans le regard de l'autre. Les promesses et les dons, je répète, les promesses et les dons se transforment en dettes. Monsieur M augmente et multiplie les dons comme pour activer leur fonction magique qu'on retrouve dans les sociétés archaïques, pour activer leur fonction magique propitiatoire. Mais rien. Madame F est à la recherche d'une compensation. Elle avouera d'ailleurs au juge pour justifier l'amant. Il était devenu impuissant. Il ne me satisfaisait plus. On est dans la société moderne. Au temps 3, la structure du lien entre don et contre-don ne fonctionne plus. La réciprocité laisse place à la rancœur. Ce qui fonctionnait par le don, c'est-à-dire, écoutez bien, ce qui fonctionnait par le don, c'est-à-dire le pardon, en un seul mot, le pardon, il faut suivre, hein, n'existe plus. C'est à ce moment-là que la violence émerge. Madame F précise au juge: il était devenu violent, jaloux. Il n'y avait plus de parole entre nous. Au temps 4, ce dernier, Monsieur M se sent abandonné. Abandonné, c'est-à-dire étymologiquement, abandonné vient du vieux français, veut dire donner à banc. Que veut dire donner à banc? C'est mis au banc de la société, au banc de la justice. Et c'est là qu'intervient la dimension de la personnalité de Monsieur M. Pardon, on va y arriver. Voilà. Il ne peut accéder, c'est très important, à la dimension symbolique de l'abandon, c'est-à-dire de la mise au banc, la justice. Résultat, il fait justice lui-même, il passe à l'acte dans un geste criminel. En guise d'épilogue, M. M est le fils aîné d'une nombreuse fratrie à paternité multiple. Le faisant fonction de père est alcoolique. Sa mère est depuis son jeune âge très violente envers lui. Et l'expert, bien sûr, dira de lui, c'est-à-dire de M. M, qu'il avait une faille narcissique. Ainsi, l'histoire de ce fait divers nous fait passer de la transe chamanique à une valse à 4 temps, ce qui d'ailleurs est assez emblématique de l'évolution de l'humanité. En effet, nous évoluons depuis la période pré-néolithique où régnait l'animisme et le chamanisme, où la solidarité était dans la nature, qui ne revendiquait pas de contre-don, et qui revient aujourd'hui, comme dirait Freud, dans un retour du refoulé, dans le mouvement écologique. Il fallait le sortir. La sédentarisation du néolithique installe le don et le contre-don comme moyen de réciprocité sociale et de contrôle de la violence. Ainsi, le don et le contre-don structurent la formation du monde et de l'individu. Ce système trouve ses limites chez chacun de nous dans les contingences même de sa construction. Pour terminer cet exposé dans la tradition philosophique, il existe un mythe de référence au don. Et oui, il existe un mythe de référence au don, c'est le mythe d'Ixion, que vous connaissez tous.
Alors, fils d'un roi, Ixion ne veut pas payer la dot. Donc, le roi donne sa fille. Et normalement, un contre-don, effectivement, le récipiendaire devait rétribuer le beau-père. Et pour ne pas payer la dot, il allume un foyer et propulse le futur beau-père dans le foyer. Par punition, on est dans le monde hellénique, Zeus le rend fou. Aussi, il faudrait épiloguer. Puis finalement, il accepte de le purifier, ça c'est l'effet du temps, c'est vrai qu'il disloque la structure. Mais le jeune présomptueux, il est fougueux, il plein de ses moyens, il tombe amoureux d'Héra, qui est l'épouse de Zeus. Alors c'est crime de lèse-majesté. Celui-ci le condamnera alors à être attaché à une roue de feu qui roule éternellement dans le firmament. Ceux qui a des bouddhistes ici qui font de la méditation en pleine conscience, on pourra éventuellement en reparler sur la roue. En conclusion, si vous me permettez, au travers de ce fait divers, nous avons voulu faire le point sur la fonction psychopathologique du don. Il apparaît que le don est un organisateur à la fois individuel et social qui touche au plus profond de notre être, c'est-à-dire notre narcissisme. Nous avons exclu de cette présentation les fonctions du don dans les relations d'aide, dans notre travail, de soignant de tous les jours, par exemple la Sainte Marie. Ce don de soi implique plus ou moins consciemment un retour, c'est pour le monsieur le directeur, le contre-don sous forme matérielle, même immatérielle. Bon, les autres. Lorsque le cycle don et contre-don fonctionne mal, il peut entraîner chez les personnes vulnérables, rassurez-vous, monsieur le directeur, un burn-out, c'est-à-dire un embrasement au sens étymologique, avec l'épuisement de la fonction qui prend son sens profond. Enfin, ce qui peut se passer au travail se rencontre aussi dans la vie de tous les jours, comme dans les couples, mais ceci est un autre sujet, et je vous remercie pour votre attention. Merci.